Bonjour, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est la correction de l'exercice sur les suites numériques qui a été donné en métropole en 2021, le premier jour d'épreuve. Vous savez qu'il y a eu 2 jours d'épreuve, suivant les spécialités, et donc il y a eu 2 épreuves de maths cette année-là, en 2021. Donc c'est celle du premier jour d'épreuve. C'est l'exercice 2, ça porte sur les suites numériques, et ça parle, donc dedans il y a du raisonnement par récurrence. Vous avez aussi tout ce qui est suite géométrique, vous avez des limites, vous avez un algorithme en Python. Bref, c'est un sujet extrêmement intéressant qui permet de revoir toutes les notions qui sont au programme sur les suites numériques. On y va. Alors, dans cet exercice qui porte sur les suites, on commence par nous présenter une fonction f qui est définie sur un intervalle moins un tiers plus l'infini par cette expression-là, 4x sur 1 plus 3x. On considère la suite u qui est définie par u0 égale 1,5 et qui pour tout entier naturel n, eh bien un plus 1 est égal à f de un. Donc la fonction f est la fonction associée à la formule de récurrence de la suite u. Première question qu'on nous demande, c'est de calculer u1. Donc première question à se poser lorsqu'on nous demande de calculer u1, eh bien c'est comment est définie la suite u. Eh bien, elle a été définie dans l'énoncé par son premier terme, u0, qui est égal à 1,5, et ensuite par la formule de récurrence qui est ici, c'est-à-dire que pour n'importe quel n appartenant à grand N, donc n'importe quel entier naturel petit n, eh bien, si vous connaissez un, vous pouvez calculer un plus 1, le terme suivant, en calculant l'image de un par la fonction f. Alors, inscrit comme ça, eh bien, cela veut dire que finalement, si on vous demande de calculer u1, eh bien, c'est en fait f de u0. u1 joue le rôle de un plus 1 et u0 joue le rôle de un. Ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'en fait, quand vous avez un terme un, ici, vous avez le terme suivant. Donc, si vous appliquez cette formule avec, à la place de un, eh bien, u0, vous obtiendrez le terme suivant, c'est-à-dire u1. Pour savoir ce que vaut f de u0, alors déjà, on peut remarquer que u0 est égal à 1,5. Donc finalement, on est en train de chercher l'image de 1,5 par la fonction f. Et ensuite, eh bien, on va revenir avec notre énoncé et on va regarder l'expression de la fonction f. Eh bien, f de x est égal à 4x sur 1 plus 3x. Donc si vous calculez f de 1,5, ça va être égal à 4 fois 1,5 sur 1 plus 3 fois 1,5. Donc, on va écrire ça. C'est donc égal à 4 fois 1,5 divisé par, eh bien, 1 plus 3 fois 1,5. Après, il nous reste juste à faire ce calcul-là. Eh bien, 4 fois 1,5, donc ça revient à faire 4 fois 1 divisé par 2, c'est-à-dire 2 divisé par. Et donc, ici, on a 1 plus 3 fois 1,5, donc 1 plus 3,5. Alors, je fais mon petit calcul sur le côté, parce que je n'ai pas beaucoup de place. 1 plus 3,5, donc ça, c'est ce que vous faites au brouillon. On peut mettre au même dénominateur. Eh bien, 1, c'est 2,5, à qui j'ajoute 3,5. J'obtiens donc 5,5. Donc, finalement, 1 plus 3 fois 1,5, c'est égal à 5,5. Alors, vous pouvez même le mettre directement, hein, ça choquera personne, ça ne choquera aucun correcteur. Ensuite, divisé par un nombre, cela revient à multiplier par son inverse. Donc 2 divisé par 5,5, ça revient à multiplier 2 par l'inverse de 5,5, c'est-à-dire 2 cinquièmes. Ce qui est égal à donc 2 fois 2, 4, divisé par 5, donc 4 cinquièmes, que vous pouvez également écrire 0,8, puisque c'est une valeur exacte. Donc ça n'a rien à faire sur votre copie. Et on a donc calculé u1. On peut donc passer à la question 2. La question 2, on nous dit, on admet que la fonction f est croissante sur l'intervalle moins un tiers plus l'infini. Alors, on admet, ça veut dire que vous n'avez pas à le démontrer, que vous pouvez directement utiliser ce résultat. Donc, ça veut dire que f est croissante sur l'intervalle moins un tiers plus l'infini. Eh bien, on considère que ça a déjà été démontré. Question petit a, montré par récurrence que pour tout entier naturel n, eh bien en fait vous avez 1,5 qui est plus petit qu'un, qui est plus petit qu'un plus 1 et qui est lui-même plus petit que 2. Alors lorsque je fais un raisonnement par récurrence, je dois commencer par définir la propriété Pn dont je souhaite montrer qu'elle est vraie pour tout entier naturel n.
Donc, on commence par mettre une petite phrase explicative de ce qu'on va faire. Ça permet de présenter un petit peu tous les acteurs de la récurrence ici. Donc, nous allons montrer par récurrence que la propriété donc Pn, la propriété Pn, je mets entre guillemets ce que c'est exactement ce qu'il y avait dans l'énoncé. Hein. C'est que 1 demi est plus petit que n, qui est plus petit que n plus 1, qui est plus petit que 2. Et donc, cette propriété Pn, je veux montrer qu'elle est vraie pour tout entier naturel n. Donc, ça veut dire qu'en fait, il y a une infinité de propriétés. Hein. À chaque fois que vous remplacez n par un entier naturel, vous obtenez une nouvelle propriété. Donc, mon raisonnement par récurrence, il va falloir que je commence par initialiser mon raisonnement, c'est-à-dire que je commence par vérifier que la propriété avec le tout premier n est vraie. Le tout premier n, puisque n, c'est n'importe quel entier naturel, eh bien, le tout premier n possible, c'est n égale 0. Donc, je vais vérifier que P0 est vrai ici. P0, alors je peux me l'écrire au brouillon. P0, qu'est-ce que c'est? C'est toujours bien de se l'écrire pour savoir où on va. P0, c'est donc ici Pn avec tous les n qui sont remplacés par des zéros. C'est donc 1 demi plus petit que, je remplace n par 0, donc U0, plus petit que U0 plus 1, c'est-à-dire U1, plus petit que 2. Donc ça, c'est la propriété P0 que je dois démontrer dans mon initialisation du raisonnement par récurrence. Donc il faut que j'arrive à prouver que U0 est plus petit qu'U1 et qu'ils sont tous les deux compris entre 1 demi et 2. Alors ça va être fait assez rapidement puisque U0, ça m'a été donné dans l'énoncé, U0 vaut 1 demi et U1, je viens de le calculer, c'est 4 cinquièmes. Et donc effectivement, 1 demi, ça vaut 0,5, 4 cinquièmes, ça vaut 0,8. Donc vous avez bien 1 demi qui est inférieur ou égal à lui-même, qui est inférieur ou égal à 4 cinquièmes et qui est lui-même inférieur ou égal à 2. Donc, on va rédiger ça. Donc, je commence par répéter les deux informations qui vont me servir. U0 vaut 1 demi et U1 vaut 4 cinquièmes. Or, eh bien, il se trouve que 1 demi est plus petit que 4 cinquièmes, que 4 cinquièmes, 0,8, c'est plus petit que 2, et que 1 demi, je peux dire que c'est supérieur ou égal à 1 demi, puisque finalement, c'est égal. Donc, cela veut dire que 1 demi est plus petit que U0, qui est plus petit que U1, et qui est plus petit que 2. Donc finalement, ça c'est la propriété Pn quand n vaut 0, donc finalement c'est la propriété P0. Donc je viens de prouver que la propriété P0 est vraie. Ou vous pouvez aussi dire est vérifiée. Voilà. Le raisonnement est initialisé, on passe donc à la rédaction de l'hérédité. J'efface et je repars sur l'hérédité. Alors, le principe de l'hérédité, eh bien, c'est que une propriété qui serait vraie à un rang n, eh bien, automatiquement, ça entraînerait qu'elle est aussi vraie au rang suivant, c'est-à-dire n plus 1. Donc, c'est vraiment la notion d'hérédité au sens où on l'entend, hein, où ça se transmet de génération en génération. Donc, en fait, ce qu'on va prouver dans l'hérédité, c'est que la propriété Pn qui serait vraie entraînerait la propriété au rang d'après, c'est-à-dire la propriété Pn plus 1. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir un n au hasard parmi tous les entiers naturels. Donc voilà qui est fait avec cette petite phrase, soit n un entier naturel. Donc j'ai pris un entier naturel au hasard, hein, j'ai privilégié personne, hein, vraiment, ça peut être n'importe lequel que j'ai choisi. Hein. Et donc je vais supposer que la propriété P est vraie pour ce n, et je vais essayer de montrer que du coup, eh bien, la propriété est aussi vraie pour le rang suivant, donc pour n plus 1. Donc on écrit cette petite phrase qui explique, on suppose que Pn, alors j'ai réécrit la propriété Pn, est vraie. Montrons que Pn plus 1 est vrai. Alors là, j'ai fait une petite pause pour écrire en même temps que vous. Donc Pn plus 1, de temps en temps, vous avez un peu de mal à l'écrire tout seul. Donc je reprends avec vous. Dans la propriété Pn, ici, vous voyez, il y a des n là et là. Donc si je remplace n ici par n plus 1, je dois remplacer tous les n par des n plus 1. J'obtiens quoi? J'obtiens la propriété qui dit 1 demi plus petit que, donc je remplace le n là par n plus 1, donc u n plus 1, qui est lui-même plus petit que u, là je remplace le n par n plus 1, et du coup ça fait n plus 1 plus 1, donc finalement ça donne n plus 2, et plus petit que 2. Donc, montrons que Pn plus 1 est vrai, ou vérifié. Les deux termes sont corrects.
Je vais donc partir de l'hypothèse de récurrence, c'est-à-dire ce que j'ai supposé comme étant vrai. J'ai supposé que 1 demi était plus petit que un, qui est plus petit que un plus 1, qui est plus petit que 2. Alors mon but, c'est d'arriver à reconstruire un plus 1 et un plus 2. Alors déjà, il faudrait que je me pose la question, quel est le lien entre ce qui a marqué dans cette proposition n et ce qui a marqué dans celle-là? Eh bien, le lien, c'est que pour passer de un à un plus 1, eh bien, l'exercice m'a dit que un plus 1, c'était défini comme étant l'image par f de un. Donc ça veut dire que si j'arrive à appliquer la fonction f à un, j'obtiendrai automatiquement un plus 1. Alors qu'est-ce qui va se passer si j'applique f à un plus 1? Eh bien si j'applique f à un plus 1, la définition de l'exercice me dit que quand j'ai un terme et que je prends son image, j'obtiens le suivant. Et celui qui suit un plus 1, c'est finalement un plus 2. Donc, ça veut dire que si j'applique f à un, j'obtiendrai un plus 1. Si j'applique f à un plus 1, j'obtiendrai un plus 2. Donc, ça va bien me permettre de faire le lien ici. Si j'applique f à un, j'obtiens un plus 1. Si j'applique f à un plus 1, j'obtiens un plus 2. Donc, mon idée, ça va être d'appliquer f à tous les membres de cette inégalité ici. C'est parti. Donc, eh bien, j'applique f à tout le monde. Hein. Personne ne peut y couper. F de 1 demi, f de un, f de un plus 1, et le 2 aussi, f de 2. Alors, le problème, quand j'applique une fonction à une inégalité, je dois savoir si je conserve le sens ou si je dois changer le sens. Ce qui me dit si je dois conserver le sens ou changer le sens, eh bien, ce sont les variations de la fonction f. Si la fonction f est croissante, ça veut dire que les sens vont être conservés. Pourquoi? Alors, je vous rappelle très rapidement, fonction croissante, quand vous avez un nombre a qui est plus petit qu'un nombre b, la définition d'une fonction croissante, c'est que l'image de a, f de a, eh bien, si la fonction est croissante, ici, l'image de a sera plus petite que l'image de B. C'est-à-dire qu'en gros, c'est le nombre le plus grand qui a l'image la plus grande. Ce qui veut dire que si A était plus petit que B, eh bien f de A reste plus petit que f de B. Ça veut dire que le sens est conservé. Vous voyez, plus petit que, on a encore plus petit que. Fonction décroissante, ce serait le contraire. C'est-à-dire qu'ici, j'aurais une fonction qui ferait ça. Donc, f de A se lirait ici, tandis que f de B se lirait là. Et donc, on dirait que A est toujours plus petit que B, mais pour une fonction décroissante, c'est f de A qui est plus grand que f de B. Ce qui signifie que si vous appliquez une fonction f qui est croissante, vous allez garder le même sens. Si vous appliquez f qui est une fonction décroissante, vous allez changer tous les sens. Donc ici, on a dit dans l'énoncé qu'on avait admis que la fonction f était croissante. Alors, sur l'intervalle, c'était lequel? On reprend l'énoncé. C'était sur, donc f est croissante sur l'intervalle moins 1 tiers plus l'infini. Alors, il faut s'assurer que nous, du coup, on prend l'image de nombres qui sont bien sur moins 1 tiers plus l'infini, puisque f est croissante sur moins 1 tiers plus l'infini. Là, c'est bon. Hein. Visiblement, tous les nombres ici vont être plus grands que 1 demi. Donc, on est bien plus grand que moins 1 tiers. Donc, on est bien sur l'intervalle moins 1 tiers plus l'infini. Donc, f est croissante. Ça veut dire que je conserve le sens dans les inégalités. Et donc, c'est très pratique puisque du coup, f de un, eh bien, c'est un plus 1. Et f de un plus 1, eh bien, ça va être un plus 2. Et donc, vous voyez, je suis bien parti pour obtenir ce qu'il y a ici. Alors là, je vais quand même bien préciser au correcteur que j'ai compris que ça ne restait pas comme ça juste pour ses beaux yeux, mais que ça allait rester comme ça puisque f est croissante. Donc, on va mettre car f est croissante sur moins 1 tiers plus l'infini. Voilà. Alors maintenant, il va falloir calculer f de 1 demi pour voir ce que ça donne et calculer f de 2 pour voir ce que ça donne. Donc, on peut se faire les calculs comme ça. On peut dire, or, f de 1 demi est égal à
Alors, il faut reprendre la fonction f. La fonction f, c'est celle-là. Alors, souvenez-vous, le calcul pour 1,5, on l'a déjà fait quand on a calculé U1. U1, on avait fait f de U0 et U0, c'est 1,5. Et on avait trouvé que U1, c'était 4/5. Donc, f de 1,5, on le connaît déjà, c'est 4/5. Pas besoin de tout refaire. Et il nous faudrait f de 2. F de 2 égale, alors f de 2, on reprend l'expression f de x, on remplace les x par des 2, donc ça fait 4 fois 2 sur, donc 4 fois 2 sur 1 plus 3 fois 2, 1 plus 3 fois 2, ce qui nous donne 4 fois 2, 8, divisé par 3 fois 2, 6, plus 1, 7, donc ça fait 8 septièmes. Voilà, qui est un nombre qui est plus grand que 1, puisque c'est plus grand que 7 septièmes, mais c'est aussi plus petit que 2, puisque c'est plus petit que 14 septièmes, qui vaut 2. Donc, qu'est-ce que je peux dire grâce à tout ça? Eh bien, je peux reprendre ce que j'avais juste avant. Alors, je vais lever un petit peu le tableau. Voilà. Et donc, f de 1,5, donc de cette inégalité, je peux déduire que f de 1,5, comme c'est égal à 4/5, donc ça veut dire que 4/5, finalement, est plus petit que f de un, on a dit que c'était un plus 1, donc plus petit que un plus 1. F de un plus 1, on a dit que c'était un plus 2, donc plus petit que un plus 2. Et f de 2, on a dit que c'était 8 septièmes. Donc finalement, j'ai réussi à prouver que un plus 1 était plus petit que un plus 2 et qu'ils étaient coincés entre 4/5 et 8 septièmes. Alors, ce n'est pas tout à fait ce que je voulais, puisque moi, je voulais que un plus 1 et un plus 2 soient coincés entre 1,5 et 2. Mais en fait, j'ai réussi à prouver mieux que ça. Parce que être entre 4/5 et 8 septièmes, c'est plus compliqué qu'être entre 1,5 et 2. Effectivement, l'intervalle 1,5-2, c'est un intervalle qui est plus grand que celui que j'ai trouvé moi. Donc en fait, je vais dire que 4/5, il est lui-même plus grand que 1,5 et que 8 septièmes, c'est plus petit que 2. Donc finalement, d'avoir prouvé que ça, c'était plus grand que 4/5 et plus petit que 8 septièmes, mais en fait, ça revient à prouver que ça, c'était plus grand que 1,5 et plus petit que 2. Donc, on peut conclure, je décale encore un petit peu le tableau, donc, j'ai que 1,5, donc c'est lui, est plus petit que un plus 1, j'enlève le 4/5 puisque je m'en moque en fait ici, donc plus petit que un plus 1, plus petit que un plus 2, plus petit que 2. J'enlève le 8 septième qui ne m'intéresse pas. Je mets directement ce qui m'intéresse ici dans mon exercice, c'est que ce soit plus petit que 2. Donc, eh bien, j'ai prouvé que Pn plus 1 était encore vrai. Donc, Pn, j'ai prouvé que ça entraînait automatiquement Pn plus 1. Et donc, j'ai prouvé que la propriété, alors je décale sinon on ne voit pas tout, que la propriété Pn était héréditaire, c'est-à-dire que si elle est vraie pour un n, elle est vraie à l'étape d'après pour n plus 1. On va écrire la conclusion. Eh bien, la conclusion, c'est que puisque la propriété est initialisée, que P0 est vrai, et qu'en plus elle est héréditaire, eh bien, ça veut dire que Pn est vrai pour tout n appartenant à grand N. Donc, ça veut dire que pour tout n appartenant à grand N, je peux conclure que j'ai prouvé ce que je voulais, c'est-à-dire que 1,5 est toujours plus petit qu'un, qui est toujours plus petit qu'un plus 1, qui est toujours plus petit que 2. Voilà pour cette récurrence, la question 2A. Alors, on passe à la question 2B. La question 2B, c'est en déduire que la suite U est convergente. Alors déjà, il y a un indice sur comment se lancer dans la question, puisque la question démarre par en déduire. Donc, en déduire, ça veut dire qu'on va se servir du raisonnement précédent et on va faire une déduction du résultat précédent. Alors, pourquoi est-ce que cette suite, eh bien, elle serait convergente? En fait, il y a plusieurs choses là-dedans. Dans ce que vous avez montré ici, qui est vrai pour tout n, eh bien, vous avez déjà que les termes de la suite sont compris toujours entre 1,5 et 2. C'est-à-dire qu'on est face à une suite qu'on appelle une suite bornée. Elle est minorée par 1,5 et elle est majorée par 2. Donc, première information, ou plutôt deux premières informations, elle est minorée et elle est majorée. Ensuite, ça ne suffit pas à être convergent. Une suite qui est majorée et minorée n'est pas obligatoirement convergente. Par contre, ici, on voit que un est toujours plus petit que un plus 1. Donc, juste ce qu'il y a au milieu ici, eh bien, en fait, c'est la définition d'une suite qui est
croissante. C'est-à-dire que quand vous avez un terme et que le suivant est toujours plus grand, eh bien, ça veut dire que votre suite est croissante. C'est la définition. Donc, en fait, il y a 3 informations dans ce que vous venez de démontrer. Il y a le fait qu'elle est minorée par 1/2, majorée par 2 et que la suite est croissante. Or, vous avez un théorème dans votre cours qui dit que lorsque vous avez une suite qui est croissante et qui est majorée, eh bien, obligatoirement, elle converge vers un réel et que ce réel ne peut pas être plus grand que le majorant que vous avez devant vous. Voilà. Donc, on va écrire ça. Donc, on va prendre les 2 informations parmi les 3 qui sont importantes. Il faut faire attention à ne pas donner trop d'informations parce que sinon, le correcteur, après, il se dit que vous lui avez tout mis et puis que c'est à lui de choisir. Donc, on va vraiment mettre en évidence les 2 choses qui nous servent. Donc, premier point, pour tout n appartenant à grand N, eh bien, on a montré que un était plus petit que un plus 1. Donc, la suite U est croissante. Deuxième point, pour tout n appartenant à grand N, eh bien on a prouvé que un, alors même un plus 1, mais de manière générale du coup un, n'importe quel terme de la suite est toujours plus petit que 2. Donc, la suite U est majorée par 2. Et donc, on peut tout de suite en déduire que, donc, U converge. Alors, vous pouvez redire, donc U est une suite croissante et majorée. Donc, U converge vers un réel petit l. En général, on note petit l parce que c'est la première lettre du mot limite. Voilà, donc vers petit l. Et petit l, la seule information qu'on a sur lui, c'est qu'il est forcément inférieur ou égal à 2. C'est-à-dire qu'au maximum, ce sera 2, mais une suite qui est majorée par 2 ne peut pas se rapprocher de 3, ne peut pas tendre vers 3, parce que sinon, ça voudrait dire qu'au bout d'un moment, il faut qu'elle soit plus grande que 2 pour se rapprocher toujours plus de 3. Donc voilà, pour la question petit b. Du coup, on passe à la question petit c. La question petit c, c'est on appelle petit l la limite de la suite U. Voilà, on sait qu'elle existe, donc on lui donne un nom, petit l, c'est exactement ce que j'ai fait ici, vers un réel petit l. Maintenant, on vous demande de déterminer la valeur de cette fameuse limite petit l. Alors tout d'abord, en terminale, vous avez 2 manières de calculer la limite d'une suite, 2 manières de déterminer la limite d'une suite. Soit vous avez une formule explicite, c'est-à-dire que vous avez une expression de un en fonction de n. Par exemple, si vous avez une expression du genre 3n plus 2 pour un, eh bien quand vous cherchez la limite de un, vous prenez l'expression et puis on fait tendre n vers plus l'infini et on regarde comment l'expression réagit. Si n tend vers plus l'infini, eh bien 3n tend également vers plus l'infini et si on rajoute 2, ça tend vers plus l'infini. La limite de un, ce sera égal à plus l'infini. Voilà. Donc vous avez des propriétés comme ça qui fonctionnent quand vous avez une formule explicite, c'est-à-dire qu'un est exprimé en fonction de n. Mais dans cet exercice, vous n'en avez pas. Dans cet exercice, la seule manière de calculer des termes que vous avez pour la suite U, eh bien, c'est la formule de récurrence. Donc, quand vous avez face à vous seulement une formule de récurrence et pas de formule explicite, eh bien, il y a une autre méthode pour trouver la limite. Donc, il faut savoir le faire, puisque vous voyez, par exemple, dans cet exercice, eh bien, il n'y a pas d'autre méthode pour le faire, puisqu'on n'a que cette expression ici, cette formule de récurrence. Alors, eh bien, en fait, on va chercher la limite ici de un plus 1. Et comme un plus 1 est égal à f de un, eh bien, ça veut dire que la limite de un plus 1 quand n tend vers plus l'infini, eh bien, c'est égal à la limite de f de un quand n tend vers plus l'infini. Donc, par passage à la limite, quand vous avez 2 suites qui sont égales, leurs limites sont égales. C'est l'unicité de la limite qui nous permet de dire ça. Donc la limite de un plus 1 lorsque n tend vers plus l'infini, c'est égal à la limite de f de un lorsque n tend vers plus l'infini. Voilà, donc là j'ai 2 choses égales, je peux très bien dire que leurs limites sont égales.
je sais qu'elle existe, hein, c'est ce qui me permet de le dire. Hein. UN, je sais déjà que c'est une suite qui est convergente, donc ça veut dire que UN plus 1 aussi. Donc je sais que cette limite existe, c'est ce qui me permet de l'écrire. Alors, la limite de UN plus 1, de la suite UN plus 1, ben, en fait, c'est exactement la même limite que la suite UN. Puisqu'en fait, c'est exactement la suite U, sauf qu'on a tout décalé d'un cran. En fait, on regarde à chaque fois le terme d'après. Mais si les UN tendent vers, je dis n'importe quoi, si les UN tendent vers 1,5, bien ça veut dire que les UN plus 1 aussi. Donc finalement, la limite de UN plus 1, c'est exactement la même limite que celle de UN. Donc, la limite de UN, on l'a appelée petit l, donc ça veut dire que petit l est égal à la limite, quand n tend vers plus l'infini, de f de UN. Alors le problème, c'est qu'est-ce que c'est que la limite de f de UN? Eh bien, en réalité, f est une fonction qui est continue. Alors pourquoi est-ce qu'elle est continue? Il suffit d'observer ici l'expression. Et donc, c'est une fonction qui est dite rationnelle. Vous avez un polynôme sur un autre polynôme. Donc, c'est une fonction qui est continue sur les intervalles de son ensemble de définitions. Donc, par exemple, c'est une fonction qui est continue sur moins un tiers plus l'infini. Donc, on peut peut-être mettre un petit mot là-dessus. Donc, f est une fonction continue. Une manière de justifier qu'elle est continue, soit vous dites qu'elle fait partie de la famille des fonctions rationnelles, soit vous dites qu'elle est dérivable. Mais pour dire qu'elle est dérivable, vous allez aussi dire que c'est parce qu'elle fait partie de la famille des fonctions rationnelles. Après un jour de bac, si vous dites juste qu'elle est continue, sans justifier de pourquoi elle est continue, ça passera aisément. Alors, pourquoi on parle de continuité? Eh bien, en fait, pour les fonctions continues, la limite de f de un, c'est égal à f de la limite de un. Voilà. C'est-à-dire que vous pouvez intervertir, pour les fonctions continues, vous pouvez intervertir la fonction et la limite. Pour les fonctions qui ne sont pas continues, vous n'avez pas le droit. Je referai peut-être un petit point là-dessus si jamais vous avez des petits soucis à comprendre ce genre de choses. Mais donc, le fait de pouvoir intervertir f et la limite, eh bien, c'est que pour les fonctions qui sont continues. Donc, je l'écris, or, f est continu sur moins un tiers plus l'infini, si vous voulez vous marquer en tant que fonction rationnelle. Donc, f est continu plus particulièrement en petit l. Petit l, c'est la fameuse limite. Je vous rappelle que la suite u est bornée entre 1,5 et 2, donc ça veut dire que la limite, elle est forcément entre 1,5 et 2. Donc, elle est bien sur l'intervalle moins un tiers plus l'infini, où la fonction f est continue. Donc, c'est bon. F est bien continu en petit l. Donc, eh bien, vous avez que petit l est égal à f de la limite de un lorsque n tend vers plus l'infini, interversion f limite. Et ça, c'est pratique puisque la limite de un, eh bien, en fait, c'est égal à petit l. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on vient de prouver? On vient de prouver que petit l était égal à f de petit l. Et ça va m'aider à trouver qui est petit l. Alors, il est possible que, avec votre professeur, vous ne refassiez pas systématiquement la démonstration. Moi, j'aime bien le refaire, surtout pour ceux qui continuent un petit peu les maths plus tard, puisqu'il faut savoir qu'une interversion entre une fonction et une limite, ça n'est pas gratuit, c'est dû à de la continuité. Maintenant, peut-être que vous avez utilisé un théorème qu'on appelle de temps en temps le théorème du point fixe. Dans ce cas-là, je vous fais la rédaction sur le côté. Alors, si vous souhaitez utiliser ce théorème, il faut parler de deux choses. Il faut parler du fait que f est continu sur l'intervalle, que un plus 1 est bien défini avec une formule de récurrence qui fait intervenir la fonction f, et que les un ici sont bien à l'intérieur de l'intervalle. Donc un, ici, moi je précise que dans mon exercice, c'est bien entre 1,5 et 2, ce qui suffit à justifier qu'on est dans l'intervalle. Et dans ce cas-là, vous pouvez dire eh bien, que si la suite u converge, alors c'est forcément vers un point fixe de la fonction f. Qu'est-ce que c'est qu'un point fixe de la fonction f? Eh bien, c'est en fait, c'est un abus de langage, hein, c'est que en fait, quand vous prenez l'image
d'un x, pour que x soit considéré comme étant un point fixe pour la fonction f, eh bien, il faut que son image soit lui-même. Donc on comprend bien, en fait, il est fixe, hein, on peut lui appliquer f, il reste exactement égal à lui-même. Donc finalement, ça veut dire que le L qu'on recherche, eh bien que f de L est égal à petit l. Donc concrètement, comme vous savez que U converge, eh bien vous savez qu'elle converge forcément vers un point fixe de petit f, donc vous pourrez directement écrire que L doit vérifier L égale f de L. Voilà, donc par exemple, après vous dites, or la limite de UN est égale à petit l, donc petit l est égal à f de L. C'est un point fixe pour la fonction f. Vous pouvez rajouter si vous voulez d'après le théorème du point fixe. Voilà. Donc, on n'a pas pour autant trouvé petit l, mais on a trouvé une contrainte sur petit l, c'est-à-dire que petit l doit être égal à f de petit l. C'est-à-dire que petit l doit être un point fixe pour la fonction f. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que L est égal à f de L? Eh bien, ça veut dire que L est égal à, et donc pour avoir f de L, je reprends l'expression de la fonction f, et donc f de L, ça va être 4L sur 1 plus 3 fois L. Donc, 4L sur 1 plus 3L. Voilà. Du coup, eh bien, maintenant, on va pouvoir ici résoudre cette équation. Alors, pour résoudre une équation comme celle-là, eh bien, on peut tout à fait multiplier dans les deux membres par 1 plus 3L, hein, ici, qui est différent de 0, bien entendu. Et donc, ça va nous donner que 1 plus 3L multiplié par L, eh bien, c'est égal à 4L. Et donc, je n'ai plus de dénominateur à droite. Ici, je développe, une fois L, L, plus 3 fois L fois L, donc plus 3L au carré, égale 4L. Quand j'en suis là, je me retrouve face à une équation du second degré en petit l. Donc, je vais essayer de la résoudre. Alors, pour résoudre une équation du second degré, premier réflexe à avoir, c'est d'avoir un membre où on va avoir simplement 0. Ce qui veut dire que je vais transposer 4L. De l'autre côté, ça me donne quoi? Ça me donne donc 3L au carré, ce qui était ici, plus L moins 4L. Donc plus L moins 4L, ça va me donner finalement moins 3L. Et ça, c'est égal à 0. Alors pour résoudre, ça c'est une équation du second degré en petit l. Alors vous pouvez toujours vous jeter sur le discriminant delta, hein, mais ici, comme le coefficient petit c de ax au carré plus bx plus c, comme le coefficient petit c vaut 0, on peut s'en sortir sans le discriminant, tout simplement en factorisant, ce qui donne L, facteur de 3 fois L, moins 3, égale 0. On peut même faire mieux que ça, on peut même factoriser par 3L directement. Alors ça ne va pas nous changer grand-chose, hein, on ne va pas aller beaucoup plus vite en factorisant par 3L, mais bon. Donc 3L, facteur de ici, c'était 3L fois L. Donc il me reste L. Ici, c'est 3L fois 1. Voilà. Et donc ici, qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, on obtient que c'est équivalent à dire que 3L est égal à 0 ou que L moins 1 est égal à 0. Donc cela veut dire que L est égal à 0 divisé par 3, donc 0, ou que L est égal à 1. Donc en fait, j'ai deux candidats, parce qu'en fait, j'ai deux points fixes pour la fonction f, j'ai 0 et j'ai 1. Donc j'ai deux candidats pour être la limite de la suite. Mais le fait est que la suite, j'ai déjà prouvé, souvenez-vous qu'elle était minorée par 1,5. On avait prouvé ça, on avait prouvé que UN était plus petit que UN plus 1, et que ici, la suite était bornée par 1,5 et par 2. Donc du coup, la solution de L égale 0, ça c'est impossible, puisque une suite qui est minorée par 1,5 ne peut pas tendre vers 0. Donc finalement, parmi les deux candidats, le seul qui est réalisable, eh bien c'est L égale 1.
Parce que de toute façon, il y a une limite. On l'a prouvé que la suite convergeait. Donc la limite, il n'y a pas le choix. C'est soit elle, soit elle. Mais comme ça ne peut pas être elle, puisque la suite est minorée par 1/2, eh bien c'est obligatoirement L égale 1. Alors ça, on va le dire. Or, L est forcément différent de 0 car UN, alors car pour tout N, ou alors je dis U, comme ça, hop, la suite U est minorée par 1/2. Donc on ne peut pas descendre, entre guillemets, UN ne peut pas être inférieur à 1/2. Donc, petit l est égal à 1. Et donc, ça veut dire qu'on a trouvé, alors vous ne voyez plus rien à ce que j'écris, hop, ça veut dire qu'on a trouvé que la limite, quand n tend vers plus l'infini de un, eh bien c'est égal à 1, puisque la limite de un, c'est ce qu'on a appelé petit l, et on vient de prouver que l valait 1. On arrive du coup à la question 3. On nous demande de recopier et de compléter la fonction Python ci-dessous, qui pour tout réel positif E détermine la plus petite valeur P, telle que 1 moins UP est inférieur à E. Bon, alors déjà, ce qu'il est nécessaire de comprendre, hein, c'est qu'en fait, la suite, on a prouvé qu'elle était croissante et qu'elle allait converger vers 1. Donc, comment ça va se passer sur un graphique de manière très grossière, hein, bien entendu, hein. Je ne prétends pas faire exactement le graphique de la suite. Eh bien, on a 1, U0 valait 1/2, et donc ce qui va se passer, c'est que la suite va tendre vers 1, comme ça, va s'en rapprocher toujours plus. Et donc, l'idée derrière tout ça, c'est que finalement, eh bien, si jamais je me fixe un nombre E comme écart, donc vous voyez, E, ça va être l'écart que vous avez ici, eh bien, finalement, il y a un moment, il y a un rang n à partir duquel eh bien, les termes de la suite vont être au-dessus de ma fameuse ligne verte. Donc ce terme-là, par exemple, il a pour rang, on va dire, un certain n, on va le noter n0. Et donc le but, c'est de trouver ce n0-là. Alors en quoi ce que je viens de raconter, c'est effectivement ce qu'on nous demande. Eh bien, on nous demande ça, on nous dit... pour tout réel positif E, donc pour tout écart par rapport à 1, eh bien, ça détermine la plus petite valeur P. Donc P, ça va être le fameux N0. Donc finalement P. Alors pourquoi plus petite valeur P? Parce qu'en général, on dit que c'est le premier terme qui est au-dessus de la ligne verte. Donc premier, ça commence par un P. Donc voilà, c'est une des manières de noter. Donc ici, on veut la plus petite valeur P, tel que 1 moins UP est plus petit que E. Alors ça veut dire quoi ça, 1 moins UP plus petit que E? Eh bien c'est que quand vous faites la différence entre 1 qui est là et UP, UP c'est ici. C'est la valeur que vous trouvez quand N vaut P. Vous avez UP qui est ici. Donc il faut que l'écart entre ici et là soit plus petit que E qui est l'écart vers ici. Donc finalement dire que 1 moins UP est inférieur à E, c'est dire que UP est au-dessus de mon fameux trait vert. Donc la différence entre 1 moins UP doit être plus petite que la différence entre, doit être plus petite que E, que l'écart qui est ici. Voilà. Donc le but, c'est de trouver ça. Donc le but, c'est que mon algorithme ici, eh bien, calcule la fonction seuil ici, calcule les termes de la suite, 1 à 1, et qu'au moment où l'écart entre UP et 1, donc ça veut dire la valeur 1 moins UP, est plus petite que E, eh bien on s'arrête et on renvoie l'indice. Donc ici, l'utilisateur rentre E, le fameux écart qu'il souhaite. Ensuite, on reconnaît U égale 0,5, on reconnaît le U0 qui vaut 1/2. Et donc, le N égale 0, on reconnaît qu'en fait, c'est le rang qui est associé à 0,5. C'est U0 qui vaut 1/2. Donc, on note U et on note N. Ensuite, vous avez ici un while. Quand vous avez un while, eh bien, ça veut dire tant que. Ça veut dire que les actions qui sont ici, vous voyez, il y a un petit incrément ici, un petit espace. Eh bien, toutes les actions qui se situent dans cet espace-là seront répétées en boucle tant que la condition qui est ici est réalisée. Donc,
tant que, alors qu'est-ce qui doit être réalisé? Eh bien, il faut que l'écart entre 1 et votre terme soit plus grand que l'écart E pour continuer. Tant que l'écart entre 1 et le terme est plus grand que l'écart E, eh bien, il faut calculer le terme suivant. Donc, tant que 1 moins U, puisque vous n'allez pas dire UN, puisque l'algorithme ne connaît pas UN, il connaît U, il connaît N, mais il ne fait pas le rapprochement entre les deux. Donc nous, la valeur de notre terme, c'est la valeur U. Donc tant que 1 moins U est plus grand ou égal à E, puisque nous, on veut s'arrêter si c'est inférieur strictement à E. Donc tant que c'est plus grand, on va calculer le terme suivant. Le calcul de U, comment se fait-il? Eh bien, le calcul de U, il va falloir reprendre comment on passait d'un terme au suivant dans l'exercice. Eh bien, un terme, il fallait prendre l'image du précédent, donc f de un, et je vous rappelle que f de un, c'était, il fallait faire 3 fois un. C'est ça, attendez, je vérifie. Non, c'était 4 fois un sur 1 plus 3 fois un. Donc en fait, si vous prenez un terme que vous remplacez ici, vous obtiendrez le suivant. Donc c'est exactement ce qu'on va faire ici. Le problème, c'est que Python, vous ne pouvez pas écrire des belles fractions comme ça. Donc on va devoir écrire notre calcul en ligne. Donc on va faire 4 fois U. Alors petit rappel sur Python, le fois c'est l'étoile. Donc 4 fois U divisé par, et là il va bien falloir mettre des parenthèses parce que sinon vous allez avoir faux. Il faut que le calcul prioritaire soit l'addition pour le dénominateur. Donc ça fait 1 plus 3 fois U. Donc 3 étoiles U. Hop, voilà pour notre algorithme. Et donc ensuite, n égale n plus 1 et return n. Alors là, j'ai fait une erreur. Vous l'avez peut-être déjà vu, peut-être que vous dites « Ah, il s'est trompé ». À chaque fois dans Python, vous voyez que vous avez un décalage qui se crée. Eh bien, vous avez 2 points avant. Donc, quand vous avez un while, à la fin, vous avez 2 points. Ce qui va créer automatiquement, Python va reconnaître et va vous mettre un décalage ici. Donc, n'oubliez pas les 2 points ici. Ils sont extrêmement importants, sinon Python refuse d'exécuter cette fonction. Alors, une fois qu'on a construit cette fonction, eh bien, l'exercice nous dit donner la valeur renvoyée par ce programme dans le cas où E vaut 10 puissance moins 4. Donc en fait, si je veux, je peux oublier le programme. Si vous voulez, je peux faire ça, puisqu'en fait, la question qu'on me pose, c'est quelle sera la valeur renvoyée par la fonction? La fonction, elle renvoie, je vous rappelle, P, qui est le premier rang à partir duquel la différence entre 1 et UN, eh bien, est plus petite que E. Alors là, ici, on nous dit que le E, c'est la question B, on nous dit que E est égal à 10 moins 4. 10 moins 4, pour rappel, hein, c'est 1 sur 10 puissance 4, c'est 0, et donc le 1 apparaît en 4e position, donc 1, 2, 3, 4. Donc c'est 0,0001. Donc en fait, on vous demande à partir de quand le terme UN sera supérieur à 1 moins E, puisqu'ici, vous voyez, là c'est 1 moins E, puisque vous aviez 1, si on retire l'écart, eh bien ici, le trait vert, en fait, il est à 1 moins E. Donc en fait, on cherche quand est-ce que UN eh bien, est supérieur à 1 moins 10 puissance moins 4, ce qui est équivalent à dire que, alors on n'aime pas trop quand on met les équivalences là, ce qui est équivalent à dire que on cherche quand est-ce que UN est supérieur strictement à, donc 1 moins ça donne 0,999 et 9. Je vais effacer ici, parce que normalement vous avez compris, on n'a plus besoin du graphique, et puis là ça m'encombre un petit peu. Alors on pourrait tout à fait essayer de résoudre cette inéquation si jamais on avait une expression de UN en fonction de n. Par exemple, si je savais que UN c'était, je dis encore n'importe quoi, hein, 3n plus 4, bah, j'aurais pu chercher à résoudre l'inéquation 3n plus 4 supérieure à
0,9999. Voilà, j'aurais pu essayer d'isoler n et m'en sortir comme ça. Bon, le souci, c'est que je n'ai toujours pas dans cet exercice la formule explicite de la suite U. Donc, je vais devoir le faire avec ma calculatrice. Donc, je vais tracer, ou plutôt je vais programmer la suite. Alors, pas obligé de programmer l'algorithme Python sur la calculatrice. Si jamais vous avez Python sur votre calculatrice, vous pouvez le faire. Et du coup, vous envoyez l'algorithme et ça va vous donner directement la réponse. Mais bon, si vous n'avez pas Python, eh bien en fait, on va faire calculer les termes de la suite U par la calculatrice et on va regarder dans notre tableur quand est-ce qu'on passe pour la première fois au-dessus de 0,9999. Alors, je prends ma calculatrice. Moi, je vais vous montrer sur une Texas Instruments, mais ça fonctionne pareil sur toutes les autres. Je vais dans Mode. Je vérifie que ma calculatrice est passée en mode suite, c'est le cas. Je vais dans f de x. Sur Casio, vous irez dans le menu et vous irez sur la fenêtre où il y a marqué récurre et on ne voit pas trop ce qui est marqué derrière. Vous cliquez dessus, vous allez pouvoir tracer les suites. Ensuite, ici, vous voyez, là, j'ai un égale. Moi, ce n'est pas trop ce que je veux. Moi, ma suite, elle a été définie par rapport à un plus 1. Donc, je vais ici et je sélectionne n plus 1. Ensuite, le n minimum, c'est le premier rang de votre suite. Donc moi, ça démarrait à U0. Donc le plus petit n, le n minimum, c'est 0. Ensuite, je remplis la formule de récurrence. Un plus 1, c'est égal à. Donc moi, c'était f de un. Alors, je ne vais pas écrire f de un parce que la calculatrice, elle ne connaît pas f. Donc, je vais écrire directement l'expression. Donc, f de x, c'était 4x sur 1 plus 3x. Donc, f de un, c'est 4 fois un. Donc, le u, il est ici. Ensuite, le n, on va devoir l'écrire ici dans les parenthèses. Donc, vous voyez, j'utilise le n qui est sur cette touche ici, divisé par 1 plus 3 fois un. Donc, u parenthèse n. Voilà, j'ai rentré la formule. Alors, est-ce que ça me sert à quelque chose de rentrer U0? Bah oui, sinon la calculatrice ne va pas savoir où on démarre. Et donc, U0, c'était 1,5, c'est-à-dire 0,5. Voilà. Pas la peine de rentrer U1, puisque on n'en a pas eu besoin, nous, dans l'exercice, pour calculer les termes, donc la calculatrice non plus. Maintenant que j'ai fait ça, eh bien, je vais aller dans le tableur. Donc, vous voyez, ici, il y a Table, vous allez aller dedans. Alors, avant, vous pouvez définir ici la table, vous vérifiez. Alors, on va démarrer au rang 0 et on va bien avancer de 1 en 1. Donc, ça veut dire que ça va calculer U0, U1, U2, U3, U4, etc. Si vous voulez que ça avance un peu plus vite, ici, pour le pas, vous allez mettre plus que 1. Vous mettez 10, par exemple, ça va calculer U0, U10, U20, U30, U40, etc. Voilà, moi, je vais aller de 1 en 1 et je demande à afficher la table. Voilà, donc la table est affichée. Alors, vous voyez, ça m'écrit avec ici des fractions. Alors, si je vais dessus, normalement, vous voyez, en bas, là, je peux transformer en fraction ou pas. Donc, moi, le but, c'est de repérer ici quand est-ce que les termes deviennent plus grands que 0,9999. Donc, vous voyez, j'avance pour 2. Ici, c'est traduit là. Hein. Voilà, vous n'êtes pas obligé de mettre cet affichage en fraction, mais il est bien pratique de temps en temps. Donc, ici, vous voyez, pour U4, c'est toujours pas bon. Pour U5, là, on commence à avoir 3 9, mais nous, il nous en faut 4 affichés. Pour U6, là, on a toujours 3 9, il nous en faut 4. Pour U7, pour U7, vous voyez ici, on est au-dessus de 0,9999. Et c'est la première fois, puisque pour U6, ce n'était pas le cas. Donc, ce que je vais faire pour expliquer au correcteur ce que j'ai fait, je vais dire d'après la calculatrice, et puis je vais recopier ces 2 lignes du tableau. Donc voilà, d'après la calculatrice, j'ai recopié la ligne pour n égale 6 et n égale 7. Et donc, ça prouve bien ici que pour 6, je n'étais pas encore au-dessus, et que pour 7, par contre, c'est bon, je suis au-dessus. Donc, ça veut dire que la fonction seuil, définie dans Python, eh bien, en réalité, elle va s'arrêter quand n sera égal à 7. Et comme elle renvoie n, eh bien, elle va nous renvoyer 7. Donc, sur ma copie, je vais écrire que donc la valeur renvoyée pour e égale 10 puissance moins 4 est 7. Alors, tout ça, ça nous amène à la question 4, qui est la dernière question de l'exercice, mais qui a ici des sous-questions. Alors, question 4.
On nous dit on considère la suite V définie pour tout entier naturel n par Vn égale Un sur 1 moins Un. Donc vous voyez, Vn est exprimé en fonction de Un. Petit a, montrer que la suite V est géométrique de raison 4. Alors petit rappel, si vous arrivez à montrer que pour tout n appartenant à grand N, eh bien un terme est toujours égal à 4 fois le terme précédent, eh bien ça veut dire que vous êtes face à une suite qui est géométrique de raison 4. Donc moi, mon but, ça va être de prouver que Vn plus 1 est égal à 4 fois Vn, et cela pour tout n appartenant à grand N. Donc je vais dire pour tout n appartenant à grand N, eh bien Vn plus 1, déjà je vais chercher à savoir ce que c'est. Alors, V, c'est la première fois qu'on en parle dans l'énoncé. Donc, la seule chose que je sais sur la suite V, c'est que pour calculer un terme Vn, il faut que je prenne le terme Un et que je divise par 1 moins Un. Donc ça, c'est vrai pour n, mais c'est vrai pour n'importe quel n. Donc, du coup, c'est aussi vrai pour Vn plus 1. Donc, si je veux Vn plus 1, eh bien, je vais devoir calculer Un plus 1 divisé par 1 moins Un plus 1. Donc, finalement, ça me donne que Vn plus 1 est égal à Un plus 1 divisé par 1 moins Un plus 1. Voilà, ça c'est grâce à la définition de la fonction V. Maintenant, vous voyez que moi à la fin, je veux arriver à une expression où j'ai du Vn. Et pour l'instant, j'y suis pas, puisque pour l'instant, ce que j'ai moi, c'est du Un plus 1. Donc il y a deux choses qui ne vont pas. Il y a le fait qu'ici, j'ai du U, alors que je veux du V. Et en plus, il y a le rang qui ne va pas, puisque ici, je suis le rang N plus 1, alors que moi, je veux le rang N. Donc il va falloir que je règle ces deux problèmes. Donc je vais avoir deux étapes. Pour régler le premier problème, pour ne plus avoir des rangs N plus 1, mais avoir des rangs N, eh bien, je vais venir chercher la définition de la suite U. Je vous rappelle que Un plus 1 a été défini comme étant f de Un, c'est-à-dire comme étant 3 fois Un sur, alors non, c'est pas 3, c'est 4, décidément je vais me tromper jusqu'à la fin, sur 1 plus 3 fois Un. Donc ça veut dire que tous les Un plus 1 qui sont là, je peux les remplacer par ce bloc-là. Donc je vais le faire. Alors par contre, ça va commencer à me donner une écriture pas super sympathique. Donc ça va me donner 4 Un divisé par 1 plus 3 Un. Divisé par, donc le grand trait de fraction, c'est celui qui était là, 1 moins, et j'ai à nouveau le bloc, 4 Un sur 1 plus 3 Un. À partir de là, donc là, j'ai réglé une petite partie de mon problème. Hein, vous voyez, je voulais du Vn. Bon, bah déjà, j'ai l'indice n qui est là, mais vous voyez, j'ai des fractions de fractions, donc c'est pas super sympathique. Mais on va quand même s'en sortir. Alors, mon but pour l'instant, ça va être de simplifier un petit peu cette écriture-là. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Bah déjà, je peux essayer de mettre mon dénominateur au même dénominateur. Donc, ça va me donner quoi? Ça va me donner, alors je vais écrire après, donc ça me donne 4 Un sur 1 plus 3 Un. Voilà. Et tout ça, alors le égal ne va pas là, et tout ça, c'est divisé par, donc le égal est ici. Donc là, je vais tout mettre au même dénominateur. Donc le 1, il faut que je le mette sur 1 plus 3 Un. Donc je vais le multiplier par 1 plus 3 Un. Ça va me donner 1 plus 3 Un moins 4 Un sur 1 plus 3 Un. Donc voilà, comprenez, hein, cette partie-là, c'est 1. Et ensuite, j'ai moins les 4 Un sur 1 plus 3 Un. Donc là, j'ai un quotient de deux fractions. Donc divisé par cette fraction, ça revient à multiplier par son inverse. Pourquoi je fais ça? Bah parce que l'écriture à étage, comme ça ne me plaît pas trop. Je ne peux pas vraiment calculer avec. Donc ici, je me retrouve avec la division par ce nombre-là, eh bien, je vais dire que je multiplie par l'inverse. Donc finalement, j'ai 4 Un sur 1 plus 3 Un ici. Donc 4 Un sur 1 plus 3 Un. Alors je vérifie que vous voyez bien. Ça passe encore pour cette ligne. Multiplié par, et du coup, j'inverse la fraction qui est au dénominateur. C'est-à-dire que le dénominateur va devenir
le numérateur, donc 1 plus 3un. Et le numérateur ici, donc 1 plus 3un moins 4un, va devenir le dénominateur. Alors je peux le calculer, hein, ça donne 1. Et donc 3un moins 4un, ça fait moins un. Voilà. Donc finalement, alors je vais poursuivre mon calcul ici. Ça m'évitera de décaler le tableau encore plus. Du coup, eh bien là, je me rends compte que j'ai deux fractions qui se multiplient et qu'il se trouve que le dénominateur ici est le même que le numérateur ici. Donc, je peux simplifier et j'obtiens 4un divisé par 1 moins un. Alors là, je suis un peu bloqué. Là, j'ai simplifié ce qui, à mon sens, est le maximum de la simplification que je puisse faire. Donc, je regarde où je voulais aller. Souvenez-vous, on voulait arriver à 4 fois Vn. 4 fois Vn, c'est quoi? Vn, par définition, hein, dans l'énoncé, je vous le remontre encore une fois, hein, pour que ça vous paraisse évident, Vn, c'est un sur 1 moins un. Donc, en fait, si je veux obtenir à la fin 4 Vn, c'est qu'en fait, je vais obtenir à la fin 4 fois un sur 1 moins un. Si j'obtiens ça, c'est fini, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai obtenu ça. Alors, est-ce qu'ici, je n'aurais pas obtenu ça? Je me rends compte que si. En fait, là, j'ai 4 fois un sur 1 moins un, ce qui revient tout à fait à écrire 4 fois un sur 1 moins un. Et ça, c'est la définition de Vn. Donc, ça veut dire qu'en fait, ici, je peux le remplacer maintenant en disant que finalement, ça me donne donc 4 fois Vn. Donc, j'ai Vn plus 1. J'ai prouvé que Vn plus 1 était égal à, ici, 4 fois Vn. Je peux donc en conclure que la suite V est géométrique et qu'elle a pour raison 4. Donc, V est géométrique. De raison Q égale 4. Alors, est-ce qu'on nous demandait son premier terme ici? Non, on ne me le demandait pas dans la question, mais bon, je vais être amené à le calculer de toute façon. La suite de la question, c'est on doit en déduire, pour tout entier naturel n, l'expression de Vn en fonction de n, c'est-à-dire la formule explicite de Vn. Alors, la formule explicite de Vn en fonction de n, donc ça veut dire qu'il faut que je dise que Vn est égal, et de l'autre côté, ici, j'ai droit à du n uniquement et des nombres. Eh bien, c'est donc une formule explicite, et j'ai des formules pour ça, pour tout ce qui est suite arithmétique et géométrique dans mon cours. Donc ici, ça tombe bien, puisque comme on m'a fait montrer qu'elle était géométrique, eh bien, j'ai la formule du cours qui me parle de cette formule explicite. La formule du cours me dit que en fait, Vn va être égal à V0 fois Q à la puissance n. Donc, j'ai besoin de savoir qui est Q, ça c'est bon, je le sais, c'est 4, et j'ai besoin de savoir qui est V0, ça je ne le sais pas encore. Donc, je vais calculer V0. Pour calculer V0, je vais me servir de la définition du fait que Vn, c'est égal à un sur 1 moins un, et donc je vais appliquer ça avec n égale 0. Donc ça me donne U0 sur 1 moins U0. Et je vous rappelle que U0 c'est 1 demi, donc ça nous donne 1 demi sur 1 moins 1 demi. Alors 1 moins 1 demi, ça vaut 1 demi. Donc ça fait 1 demi divisé par 1 demi, ce qui veut dire qu'en fait, V0 est égal à 1. Donc j'ai tout pour compléter la formule qui se trouve ici. Donc, pour tout n appartenant à grand N, je peux écrire que Vn est égal, alors là je vais remettre la petite formule pour le correcteur, V0 fois Q puissance n, et après je l'applique. Donc V0, il se trouve que c'est 1, donc 1 fois, et Q c'est 4, donc 4 à la puissance n, ce qui est égal à 4 à la puissance n. Donc finalement, Vn est égal à 4 puissance n. J'ai bien exprimé Vn en fonction uniquement de n. Question petit b. Courage, c'est bientôt fini. Démontrer que pour tout entier naturel n, on a un qui est égal à Vn sur Vn plus 1. Alors attention, le plus 1, il n'est pas avec le petit n, hein, il est au même niveau que le V. Donc il faudrait calculer Vn et rajouter 1 à la fin. Donc il faut prouver cela.
Sachant que nous, ce qu'on sait, c'est que Vn vaut Un sur 1 moins Un. Donc on essaie de renverser en quelque sorte cette formule pour ne plus avoir Vn en fonction de Un, mais plutôt avoir Un en fonction de Vn. Alors pour faire cette question, vous allez pouvoir le faire de deux manières différentes. Donc je vais vous expliquer les deux méthodes. Méthode 1. La méthode 1, c'est entre guillemets la plus jolie, c'est-à-dire que c'est une méthode qui vous permet de trouver la réponse, même si l'énoncé ne vous l'avait pas donné. Voilà. Et la méthode 2, c'est on partira de ce que nous donne l'énoncé pour vérifier qu'effectivement c'est bon. Donc ici, nous on va partir de ce qu'on sait, c'est que pour tout n appartenant à grand N, eh bien on sait déjà que Vn c'est égal à Un sur 1 moins Un. Voilà, ça c'est la définition. Donc, pour tout n appartenant à grand N, dire que Vn est égal à Un sur 1 moins Un, et bien finalement c'est équivalent à dire que eh bien, je peux multiplier par 1 moins Un, ça va me donner 1 moins Un fois Vn est égal à Un. J'ai multiplié des deux côtés de mon égalité, ici par 1 moins Un. Donc mon but, je vous rappelle, c'est d'isoler Un. Donc ici, je vais pouvoir développer. Donc ça va me donner 1 fois Vn, donc Vn, moins Un fois Vn, qui est égal à Un. Donc mon but, c'est d'isoler Un. Donc j'ai qu'à faire en sorte d'avoir des Un que dans un seul membre. Donc ici, c'est ce que je vais faire. Je vais essayer de tout regrouper dans le membre de droite. Donc ça me donne Vn égale Un plus, je transpose, donc plus Un fois Vn. Maintenant, je vais pouvoir factoriser par Un. Comme ça me permettra d'avoir Un écrit qu'à un seul endroit. Donc ça me donne Vn est égal à Un, facteur de 1 plus Vn. Ce qui veut dire que Un est égal à Vn divisé par 1 plus Vn, ici. Hop. Alors normalement ici, quand on divise par 1 plus Vn, il faut bien s'assurer que 1 plus Vn n'est jamais égal à 0. Alors c'est bien le cas, puisque vous savez que Vn, c'est égal à 4 puissance n. On l'a prouvé juste avant. Et 4 puissance n, eh bien, ne peut jamais valoir 0. Donc, pas de problème. Donc finalement, ici, on peut diviser et on est arrivé au résultat. Donc voilà, ça c'est la méthode la plus jolie. Donc puisque on sait que Vn est égal à Un sur 1 moins Un et que ça c'est équivalent à ça, eh bien ça veut dire que Un finalement est égal à Vn sur 1 plus Vn. Donc c'est ce qu'on nous demandait dans l'énoncé. Donc c'est réglé. La méthode 2, ça va être de partir de ce calcul-là, Vn sur 1 plus Vn, et de prouver qu'en faisant ce calcul-là, on arrive bien à Un. Alors, vous remarquerez que cette méthode 2, déjà, elle nécessite qu'on nous ait donné la réponse, parce qu'on ne l'a pas inventée ici, dans la méthode 2. Dans la méthode 1, on l'a trouvée, mais dans la méthode 2, on s'en sert comme point de départ. Donc, si on ne nous l'avait pas donné, on n'aurait pas pu partir de là. Et ensuite, vous voyez que je ne mets pas tout de suite que c'est égal à Un. Pour l'instant, je ne le sais pas. Donc, je vais remplacer Vn par son expression. Je vous rappelle que depuis le début, Vn, c'est Un divisé par 1 moins Un. Donc finalement, si je remplace Vn par Un divisé par 1 moins Un, j'obtiens ce que je suis en train d'écrire. Hop, j'aime pas trop quand ça dépasse. Voilà. Plus 1. Ici, va falloir essayer de simplifier ce calcul, puisque visiblement, c'est censé être égal à Un. Donc c'est censé pouvoir se simplifier. Donc, pareil, même technique de calcul que dans la question d'avant. Dans la question d'avant, je vous rappelle qu'on a commencé par mettre le dénominateur au même dénominateur. Donc ici, je vais tout mettre sur 1 moins Un. Ça me donne quoi? Là, j'avais Un,
Très bien, on est content. Hop. Et ici, j'avais plus 1. Donc 1, si je le mets sur 1 moins un, bah, ça fait 1 moins un sur 1 moins un. Donc plus 1 moins un. Hop. C'est égal à. Donc là, maintenant que j'ai une fraction sur une fraction, je vais dire que diviser par cette fraction, c'est multiplier par son inverse. Donc finalement, je vais prendre le numérateur, un sur 1 moins un, et je vais multiplier par l'inverse du dénominateur. Donc ça veut dire que le dénominateur devient numérateur, donc 1 moins un, et que le numérateur devient dénominateur. Alors, un plus 1 moins un, donc un moins un, ça s'annule, il reste que 1. Donc finalement, on se retrouve avec ça. Et comme tout à l'heure, bah ici, je peux simplifier le 1 moins un avec le 1 moins un du dénominateur. J'obtiens un sur 1. Eh bien, un sur 1, c'est tout simplement un. Donc finalement, on vient de prouver que Vn sur Vn plus 1, eh bien, c'est égal à un. Voilà, pour la méthode 2. On passe à la question 4c. Alors, cette fois-ci, c'est vraiment la dernière. Hein. Donc, montrer alors que pour tout entier naturel n, on a un qui vaut 1 sur 1 plus 0,25 à la puissance n et retrouver par le calcul la limite de la suite u. Donc, la limite de la suite u, je vous rappelle que on l'avait trouvé tout à l'heure ici et on avait trouvé que c'était 1. Et on l'avait prouvé grâce à la formule de récurrence et le fameux théorème du point fixe. Alors nous, cette fois-ci, on va la trouver par la formule explicite. Donc vous voyez, un exprimé en fonction de n. Alors, il faut d'abord réussir à prouver ça. Donc un, on sait que c'est Vn sur Vn plus 1. Vn, on sait également, depuis la question 4a, quand on a exprimé Vn en fonction de n, que Vn, ça valait 4 puissance n. Donc finalement, je vais dire que un, c'est égal à 4 puissance n sur 4 puissance n plus 1. Donc, un égale Vn sur Vn plus 1 pour tout n appartenant à grand N. C'est donc égal à 4 puissance n sur 4 puissance n plus 1. Donc là, on est content, mais on n'est pas encore arrivé à ce qu'on voulait. Vous voyez ici, dans ce qu'on veut, le numérateur est égal à 1. Et ce n'est pas 4 qui a la puissance n, c'est 0,25. Donc, il va falloir modifier les petites choses pour arriver à cette écriture. Donc, vous voyez, c'est des 1 partout. Et donc là, il y a 0,25. Donc, ce que je vais faire, si je veux avoir 1 au numérateur, il va falloir que je m'arrange pour que le 4 puissance n se simplifie. Pour simplifier le 4 puissance n, eh bien, il faudrait que j'ai 4 puissance n en facteur au dénominateur. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, le numérateur, c'est 4 puissance n multiplié par 1. Ça, il n'y a pas de problème. Hein. Et le dénominateur, eh bien, si je factorise par 4 puissance n, eh bien, 4 puissance n, c'était une fois 4 puissance n, plus, et lui qui n'a pas de 4 puissance n, on va lui en faire crédit, hein, donc c'est 1 sur 4 à la puissance n. Effectivement, si je redéveloppe, je vais bien retomber là-dessus, 4 puissance n fois 1, 4 puissance n, 4 puissance n fois 1 sur 4 puissance n, ça va faire 4 puissance n sur 4 puissance n, ce qui vaut bien 1. Donc cette factorisation, c'est bien une factorisation du dénominateur qui est là. L'avantage, c'est que désormais, je vais pouvoir simplifier la fraction par 4 puissance n et obtenir le 1 qui est dans l'énoncé. Donc, j'obtiens 1 sur 1 plus 1 sur 4 puissance n. Alors là, je suis content. Le souci, c'est que il n'y a pas de 1 sur 4 puissance n ici. C'est 0,25 puissance n. Alors 0,25 puissance n, est-ce que ce ne serait pas pareil que 1 sur 4 puissance n? Alors 0,25, donc pareil, hein, il y a toujours un petit travail au brouillon pour réfléchir. 0,25 puissance n, 0,25, je sais que c'est un quart. Donc en fait, c'est pareil que 1 quart à la puissance n. Alors est-ce que moi ici, j'ai 1 quart à la puissance n? On ne dirait pas, puisque en fait, j'ai 1 sur 4 puissance n. Donc le n, il n'est pas sur toute la fraction, il est que sur le 4. Oui, mais le numérateur vaut 1. Donc en fait, ici, vous voyez, quand j'ai une fraction à la puissance n, c'est numérateur à la puissance n sur dénominateur à la puissance n. Et comme le numérateur valait 1, 1 puissance n, c'est égal à 1. Donc en fait, oui, j'ai la bonne chose ici. 1 sur 4 puissance n, c'est bien 0,25 puissance n.
Alors, comment l'écrire ici proprement? Eh bien, tout simplement, vous transformez ça en 1 sur 1 plus 1 quart à la puissance n. Alors, personne ne vous en voudra de faire directement cette étape. Et donc, le 1 quart, ensuite, vous le remplacez par 0,25. Donc, ça donne 1 sur 1 plus 0,25 à la puissance n. Et on a obtenu ce qu'on nous avait demandé de montrer, c'est-à-dire que un était égal à 1 plus 0,25 à la puissance n. Alors, on n'a pas terminé, puisque maintenant, on nous dit retrouver par le calcul la limite de la suite u. Donc, je vais repartir de cette expression de un en fonction de n, et puis je vais calculer la limite. Donc, c'est la suite de la question. Je me suis renoté la formule explicite ici, et donc, on va regarder vers quoi tend un lorsque n tend vers plus l'infini. Alors, on fait ça à vue d'abord. On va imaginer n qui tend vers plus l'infini. Donc, ça veut dire que 0,25 à la puissance n tend vers quoi? Eh bien, vous avez votre théorème dans le cours qu'on va citer tout de suite, qui dit que lorsque vous avez un nombre ici qui est compris entre moins 1 et 1 et que vous le mettez à la puissance n, eh bien, le résultat va tendre vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Donc, petit rappel hein, sur q puissance n, si vous avez q qui est plus grand que 1, ça va tendre vers plus l'infini. Si vous avez q qui est compris entre moins 1 et 1, ça va tendre vers 0. Si vous avez q qui est plus petit que moins 1, inférieur ou égal à moins 1, eh bien, ça va diverger, ça ne tendra vers rien du tout. Et si vous avez q qui est égal à 1, en fait, ça veut dire que vous avez 1 puissance n, et en fait, ça veut dire que ce sera toujours égal à 1. Donc voilà les différents cas. Les cas qu'il faut bien maîtriser sont ces deux-là. Quand vous mettez un nombre plus grand que 1 à la puissance n, eh bien, ça va tendre vers plus infini. Imaginez par exemple, comme tout à l'heure, 4 à la puissance n, 4 fois 4 fois 4 fois 4 fois 4, ça va tendre vers plus infini. Par contre, si vous prenez un nombre qui est entre moins 1 et 1, eh bien, en le multipliant par lui-même, en fait, eh bien, il va se rapprocher de 0. Par exemple, si vous prenez 0,5, si vous le multipliez par lui-même, en fait, multiplié par 0,5, ça revient à prendre la moitié. Donc, vous prenez la moitié, de la moitié, de la moitié, de la moitié. Donc, vous comprenez bien qu'au final, on va se retrouver avec quelque chose de très, très proche de 0. Donc, ça, il faut le dire. Un jour de bac, c'est dans le barème. On nous dit de vous mettre les points si jamais on voit la chose suivante, c'est-à-dire 0,25 est compris entre moins 1 et 1. Alors, attention, ce n'est pas moi qui fais une erreur, hein, ce sont bien des stricts ici. Donc, eh bien, la limite, quand n tend vers plus l'infini de 0,25 à la puissance n, c'est égal à 0. C'est un théorème du cours. Donc, ensuite, eh bien, on va parler du dénominateur. Donc, la limite, quand n tend vers plus l'infini de 1 plus 0,25 à la puissance n, c'est égal à, donc 0,25 puissance n tend vers 0, donc ça tend vers 1 plus quelque chose qui tend vers 0, ça tend vers 1. Et donc, la limite, quand n tend vers plus l'infini, de 1 sur 1 plus 0,25 à la puissance n, comme le dénominateur tend vers 1, ça tend vers 1 sur 1, c'est-à-dire que la limite est égale à 1. Et donc, finalement, qu'est-ce qu'on a retrouvé? Eh bien, puisque ça, c'est l'expression, la formule explicite de la suite U, on vient de prouver par le calcul que la limite quand n tend vers plus l'infini de un, eh bien, finalement, c'était égal à 1. Voilà, on a terminé. C'était un petit peu long, mais il fallait bien détailler toutes les explications. Je vous encourage à faire beaucoup de sujets pour être le moins surpris possible le jour de l'épreuve. Il y a d'autres sujets qui sont sur le site et sur la chaîne YouTube. Je vous encourage à aller chercher tous ces sujets et à vous entraîner. À bientôt!